L'invité de Comment j'ai réussi, Nathanael Wright. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président fondateur de Wall Street English en France. 65 écoles sur tout le territoire, spécialisées évidemment dans l'apprentissage de l'anglais. Vous êtes le numéro 1 du secteur. On dit souvent que les Français ne sont pas très doués en langue. Est-ce que c'est vrai? Is it true? C'est vrai et ça ne s'améliore pas. Nous sommes 27e sur 27 en Europe. Il y a forcément une raison. Oui, par rapport à des pays comme les pays d'Europe du Nord, la principale raison, elle est simple. C'est pas au niveau pédagogique. C'est qu'ils sont moins nombreux. Comme ils sont moins nombreux, ils ne doublent pas leurs films. Donc les enfants entendent de l'anglais à la télé tous les jours. Et au bout du compte, leur oreille se formate sur les fréquences de l'anglais. Et ils sont bien meilleurs en anglais que nous. Mais nous sommes aussi victimes du fait d'avoir une langue assez importante dans le monde. On le voit bien avec les Anglais qui sont absolument nuls en langue étrangère. Tout à fait. Les principaux pays qui, pour le coup, sont mauvais en anglais sont les pays qui parlent soit le français, soit l'espagnol, qui étaient deux langues majeures au départ et qui ont dû avoir moins d'intérêt à passer à l'anglais que le norvégien ou le suédois. Alors pourtant, c'est un atout important sur le plan professionnel. Un Français qui parle couramment anglais gagne en moyenne 4 300 € de plus par an par rapport à une personne qui ne parle pas anglais. Tout à fait. C'est le résultat d'une étude que nous avons commandée au cabinet Asterès et qui montre cela. Et encore plus, si 10% des Français qui ne parlent pas aujourd'hui l'anglais se mettaient à parler anglais, ce qui prend à peu près 2 ans de formation, ça rapporterait 45 milliards d'euros à la balance commerciale par an. Mais comment convaincre les jeunes d'apprendre l'anglais? Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est devenue redoutablement efficace en matière de traduction. Il existe de plus en plus d'outils, notamment des écouteurs connectés qui permettent d'obtenir une traduction en temps réel. Dans ces conditions, comment est-ce qu'on peut les convaincre de l'utilité d'apprendre l'anglais ou une langue étrangère en général? Je pense que tout le monde est convaincu de l'utilité de parler une langue étrangère et de parler l'anglais. Maintenant, convaincre les jeunes, c'est pas forcément le plus difficile. Ils écoutent de plus en plus de choses en anglais sur Internet. Bon, le problème de l'anglais, c'est que c'est une formation longue. Ça prend du temps et comme toutes les formations longues, c'est difficile de finir. Alors c'est vrai qu'on a des idées reçues à propos de l'anglais. On s'imagine que l'anglais est beaucoup plus facile que l'allemand. En réalité, c'est une langue assez difficile à apprendre. Franchement, l'allemand est très logique. L'anglais a plein d'incohérences, comme le français d'ailleurs. Oui, tout à fait, mais on parle souvent de difficulté d'apprendre une langue. En fait, la langue, ça s'apprend par la pratique. Quand vous avez 7 ans et que vous parlez votre langue maternelle parfaitement et que soudainement on vous dit que tout cela est structuré par de la grammaire, vous le découvrez, mais vous parlez parfaitement votre grammaire. On va parler de votre entreprise Wall Street English France. Vous avez importé le concept en France en 1983. Importé non pas d'Angleterre, mais de l'Italie. Et à l'époque, ça s'appelait le Wall Street Institute. Pourquoi cette idée ? Tout simplement, il y avait un marché. Il y avait un marché et il y avait un marché tout à fait inexploité en France. C'était l'ère de la formation professionnelle contrôlée par les entreprises. Nous, quand on a importé cela avec mon père, on nous a tous dit, les banquiers en premier, les experts comptables, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de marché, donc on s'est dit qu'il y en avait un. Et le marché était celui du particulier. Or, les entreprises contrôlaient la formation professionnelle, mais dans le monde entier, ce sont les particuliers qui se forment avec leur propre argent. Vous avez été persévérant puisque les 10 premières années ont été particulièrement difficiles. Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui a fait décoller le marché? Alors, dans les 10 premières années, mon père a essayé de faire décoller ce marché-là. Ça n'a pas fonctionné. Il a réinventé un peu le concept. C'était un peu comme si un McDo vendait des pizzas. Et donc, soudainement, on était au Wall Street Institute, mais on faisait des cours d'anglais pour les agences de publicité, pour les patrons des agences de publicité qui devaient pitcher à leurs clients et qui ne parlaient pas un mot d'anglais. Donc, quand je suis arrivé en 93, j'ai décidé de réintégrer le concept franchisé. Et là, on est passé d'une école et de 150 000 € de chiffre d'affaires à 65 écoles et 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. La France a une particularité qui vous a aidé dans le développement de l'entreprise, c'est le compte personnel de formation, le CPF, que les clients peuvent utiliser pour financer leur formation, y compris en anglais. Le problème, c'est que ce CPF va être plafonné. On ne connaît pas encore le chiffre exact, mais on parle de 1 600 €. Ça veut dire qu'il y aura un reste à charge. Est-ce que ça vous inquiète? Oui, c'est un très gros problème pour l'accès à la formation des Français et à l'équité
entre Français à l'accès à leurs droits qui sont quand même, le CPF, ce sont des droits acquis. Le problème d'un plafonnement, c'est que si vous avez été bien formé, donc plutôt des CSP+, au départ, vous allez prendre une formation de 3 jours qui coûte pas très cher et le plafond sera pas atteint, donc vous ne payerez que ce qu'on appelle le ticket modérateur. Si au contraire vous avez été mal formé, que vous faites partie de CSP-, vous allez avoir besoin de formations plus longues. L'anglais fait partie de ces formations plus longues. On n'apprend pas l'anglais en 3 jours. Et là, soudainement, vous aurez à payer le ticket modérateur et 2 000 € de plus, par exemple, si la formation vaut 3 600 €. Alors que nous parlons de droits acquis et que vous avez suffisamment sur votre compte pour payer l'intégralité de la formation. Vous êtes en train de m'expliquer que ce sont les plus modestes qui vont souffrir de cette réforme. Absolument, ça ne fait aucun doute. Plusieurs de vos concurrents ont mis la clé sous la porte. Berlitz en 2022, Télélangue en 2024. Est-ce que c'est un secteur qui est en crise ou est-ce que votre méthode est meilleure que celle des autres ? Je pense que Berlitz et Télélangue n'ont pas réussi à s'adapter au marché qui basculait vers un marché où le décisionnaire était l'individu et non pas l'entreprise. À partir de là, il n'avait plus de marché. Et ça, c'était votre stratégie dès le départ ? Dès le départ. Ouais. Quelle est, dernière question, mais quelle est votre particularité dans la formation, notamment dans la méthode d'enseignement ? Alors, la raison pour laquelle on est aussi bien implanté en France, c'est que nous avons pris la décision de faire de la pédagogie inversée. La pédagogie inversée, c'est quoi ? C'est vous n'avez pas accès à votre cours avec professeur si vous ne l'avez pas préparé. Et ce qui veut dire que tous les matins, vous êtes obligé de reconstituer les cours de groupe, puisque vous les constituez en fonction de ce que les gens ont préparé. C'est très compliqué à faire, et c'est la raison pour laquelle nos concurrents ne le font pas, mais le marché, lui, a voté. Nous faisons 65 millions € de chiffre d'affaires, le numéro 2 en fait 10. Merci beaucoup Nathanael Wright d'être venu ce matin, président fondateur de Wall Street English en France. 6h21, Nathalie Janson nous a rejoint avec cette question. Et si on annulait la dette des pays les plus